Vous préciser que, juste pour vous préciser que j'ai coupé le son de chacun des participants. Donc, en fait, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à passer par le chat. Et donc, à l'issue de cette présentation, on pourra échanger sur les différentes questions qui sont posées. Donc là, je vois que tout le monde entend bien. C'est parfait. Bonjour à tous. Voilà, donc je vous propose que l'on démarre sur ce deuxième webinaire de la journée. Ce matin, c'était celui qui était consacré à la biodiversité. Donc là, c'est un webinaire qui est spécifique sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, juste pour rappeler que le programme FEDER FSE 2021-2027, qui est géré par la région Guadeloupe, a été validé par la Commission européenne le 16 décembre 2022. Donc, ça fait l'objet d'un processus de travail de 3 années. On avait commencé à travailler avec l'ensemble des partenaires sur chacune des thématiques depuis septembre 2019, où divers ateliers avaient été mis en place pour co-construire en fait ce programme pour la Guadeloupe. Donc, alors, il y a eu des retards qui ne sont pas du fait de la région Guadeloupe dans la mise en œuvre de son programme, dans la préparation de son programme. En fait, les règlements sont sortis assez tardivement, à savoir en juin 2021. Et par ailleurs, l'accord de partenariat, qui est vraiment le cadre stratégique entre la France, États membres et la Commission européenne, a été validé en juin 2022. Et donc, en fait, le programme de la région Guadeloupe est une des annexes à cet accord de partenariat qui fixe le cadre général. Voilà. Donc, juste rappeler également que pour la France, le FEDER sur la future programmation 2021-2027, c'est 9,1 milliards d'euros. Et pour le FSE, c'est 6,7 milliards d'euros à programmer, à consommer sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Voilà. Donc, globalement, le programme, je vais vous en faire une présentation dans les grandes lignes et après, on rentrera un peu plus sur l'objectif spécifique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, en fait, il y a 5 objectifs spécifiques, stratégiques, pardon, qui sont une Guadeloupe qui est plus intelligente et qui va accompagner à la compétitivité des entreprises, au secteur de la recherche et de l'innovation, à la mise en place d'outils d'ingénierie financière également, et l'émergence de plateformes pour tout ce qui est transfert d'activités. Donc, sur cet objectif stratégique, c'est 180 millions d'euros qui sont consacrés sur la période 2021-2027. Le deuxième objectif stratégique, c'est une Guadeloupe qui est plus verte et à faible émission de carbone. C'est ce qu'on appelle l'objectif spécifique numéro 2 et qui dispose d'une enveloppe sur la programmation 2021-2027 de pratiquement 280 millions d'euros. Donc, on va rentrer tout à l'heure dans ce détail-là. Donc, en plus du volet efficacité énergétique et énergie renouvelable, on va retrouver dans cet objectif spécifique l'eau, l'assainissement, la biodiversité, la gestion des déchets et l'économie circulaire et la mobilité douce. Et le comportement parasismique également des écoles et des bâtiments publics. Le troisième objectif stratégique est une Guadeloupe qui est toute connectée avec l'amélioration de la mobilité. Là, c'est notamment le programme d'investissement de l'aéroport avec une enveloppe qui serait de 23 millions d'euros. Sur le quatrième objectif, donc là, on va être sur du FSE. Le FSE+, c'est d'avoir une Guadeloupe qui soit beaucoup plus sociale et qui va permettre d'accompagner la création de reprises d'entreprises, qui va structurer également la filière de l'économie sociale et solidaire, améliorer la qualité et l'efficacité de l'offre de formation. Et le cœur du FSE, c'est la formation des demandeurs d'emploi pour lutter contre le chômage. Et enfin, le cinquième et dernier objectif spécifique qui est mobilisé sur le territoire, c'est le numéro 5, qui vise à avoir une Guadeloupe qui est beaucoup plus proche des citoyens. Donc, on va retrouver tout un volet stratégique de cohérence territoriale. C'est un objectif spécifique qui a été travaillé avec les EPCI notamment pour développer des programmes d'investissement qui permettent de rendre une Guadeloupe plus proche des citoyens. Donc, sur l'enveloppe qui est dédiée à la Guadeloupe, donc le montant total de l'enveloppe sur cette programmation est de 639 millions d'euros. Et juste pour rappeler que sur la programmation 2014-2020, nous étions sur 612 millions d'euros.
d'enveloppes qui étaient confiées à la région Guadeloupe Autorité de gestion. Je vais couper ma caméra. Ça va permettre d'avoir un peu plus de bande passante. Donc, je vous propose qu'on démarre sur ce webinaire. Donc, juste rappeler les grands enjeux du programme. Voilà. Le constat, c'est un enjeu majeur de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de manière à pouvoir éviter une dépendance aux énergies fossiles. C'est l'extension progressive de la réglementation thermique de la Guadeloupe, avec des bâtiments dont les bâtiments nouveaux et à la rénovation des bâtiments nouveaux, la rénovation et des bâtiments publics. C'est le développement de parcs de véhicules électriques, donc le développement de bandes de recharge, l'accompagnement dans la transition de la flotte captive et de véhicules lourds, et la création de boucles énergétiques par le développement de l'autoproduction et de l'autoconsommation privée et collective, et également des actions de maîtrise de demande énergétique. Donc, les besoins identifiés, c'est le développement du parc de véhicules électriques avec le déploiement de bornes de recharge, le développement des capacités de stockage et des réseaux et des services de réseau. C'est également l'efficacité énergétique des bâtiments, notamment avec l'extension progressive de la réglementation thermique Guadeloupe. C'est le développement de flottes captives et de véhicules lourds tels que des bus zéro carbone, le développement de l'autoproduction et de l'autoconsommation privée collective des énergies renouvelables par des démonstrateurs et des prototypes, de l'intelligence de gestion énergétique et des filières innovantes. Les deux enveloppes qui sont dédiées sur la période 2021-2027, donc pour l'efficacité énergétique, c'est 7 millions d'euros, et pour l'énergie renouvelable, c'est 14 millions d'euros. Donc, le taux maximum d'intervention du FEDER est de 80% des dépenses éligibles, toujours sous réserve des plafonds d'aide publique qui sont imposés par la réglementation de droit commun, donc à savoir l'application des régimes d'aide d'État. Donc, quelques exemples d'actions soutenues, c'est de la rénovation donc sur le volet efficacité énergétique, c'est la rénovation ou des mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, des projets de démonstration et des mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique. C'est le soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience du changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation, avec par exemple la création et le développement de l'Agence régionale de l'énergie et du climat et des actions de sensibilisation et de communication pour vraiment sensibiliser l'ensemble des publics, tant les professionnels que les scolaires, que les familles, sur l'économie de l'énergie. Un volet important, ce que sont les indicateurs, notamment sur le volet efficacité énergétique. Alors, les indicateurs, c'est nous, autorité de gestion, en fait, on est soumis à des obligations de reporting réguliers et qui permettent de faire un point sur l'avancement de notre programme. Donc, l'avancement de notre programme, il n'est pas uniquement financier, il est aussi qualitatif et quantitatif, à savoir que toutes les opérations qui vont contribuer à cet objectif spécifique vont contribuer à une cible collective à atteindre. Donc, par exemple, sur l'efficacité énergétique, en indicateur de réalisation, c'est les bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée en mètres carrés, avec une cible collective à atteindre d'ici 2029 de 15 000 mètres carrés. En termes d'indicateurs de résultats, c'est la consommation annuelle d'énergie primaire, donc en mégawatts par an, avec une cible collective à atteindre d'ici 2029 qui est de 4200 mégawatts par an. Et le deuxième indicateur de résultat, c'est les émissions estimées de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 par an, avec une cible à atteindre de 630 tonnes de CO2. Ça, c'était sur le volet efficacité énergétique. Sur le volet énergie renouvelable, donc les actions soutenues, on va retrouver de l'énergie solaire avec le développement d'installations de production d'énergie renouvelable à des fins d'autoconsommation, panneaux photovoltaïques, le développement de la biomasse, valorisation de la biomasse ou du méthane pour la production électrique, des aides à l'investissement pour la filière de la biomasse avec des broyeurs mobiles, du matériel de transport, de transformation et ainsi de suite,
Et pour d'autres types d'énergie renouvelable, y compris l'énergie géothermique, c'est la valorisation de l'hydrogène renouvelable, le soutien aux centrales hydroélectriques, en prenant en compte également la dimension préservation de la ressource, notamment la ressource eau, avec le respect notamment de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, pour permettre d'encourager des investissements qui ne vont pas détériorer les milieux naturels. Sur les énergies renouvelables, toujours sur le volet indicateur, donc les indicateurs de résultats, on va retrouver la capacité supplémentaire de production d'énergie à partir de sources renouvelables en mégawatts, avec une cible collective d'ici 2029 de 7 mégawatts. Ça va être le nombre également d'entreprises soutenues qui contribuent à la production locale d'énergie renouvelable. Donc là, c'est en nombre d'entreprises avec une cible de 3 entreprises d'ici 2029. Et enfin, le nombre d'infrastructures valorisant l'énergie hydrogène, avec des études, des aides à l'infrastructure, avec une cible de 2 d'ici 2029. En termes de résultats, toujours l'émission estimée de gaz à effet de serre, avec une cible collective d'ici 2029 de 630 tonnes et un total de l'énergie renouvelable produite en mégawatts, à savoir 13 140. Les bénéficiaires éligibles, donc on retrouve les collectivités territoriales, les établissements publics, les structures d'économie mixte, toute entreprise au sens de la réglementation européenne, les groupements d'entreprises et les sociétés publiques locales. Le type de dépenses éligibles, donc elles sont en lien avec le décret d'éligibilité des dépenses qui a été publié en avril 2022 et qui fixe l'ensemble des dépenses sur les fonds européens. Donc on va retrouver les dépenses d'investissement matériel, construction, aménagement, travaux d'infrastructure, des matériaux durables, des dépenses d'investissement immatériel, type logiciel, prototype ou autre, des dépenses de prestations externes, des dépenses d'amortissement de biens neufs, des dépenses de personnel, notamment pour le volet communication et animation, et également des dépenses de communication qui sont en lien avec l'opération. Sur les modalités de dépôt, donc ce qui est prévu pour la mobilisation de cet objectif spécifique, c'est soit du fil de l'eau, à savoir dès que le projet est mûr, il peut être déposé au guichet Europe, ou par appel à projet. Donc, la liste des appels à projets sera publiée courant février sur le site Europe en Guadeloupe pour vous donner un planning des lancements des différents appels à projets qui vont être mis en œuvre sur l'année 2023. Sur le dépôt, alors contrairement à la procédure 2014-2020, où on était sur un formulaire papier, là, sur la nouvelle programmation, on est sur une procédure qui est totalement dématérialisée, avec ce qu'on appelle l'outil e-Synergie, qui permet de déposer, de saisir directement en ligne son dossier de demande de subvention et de rattacher l'ensemble des pièces obligatoires à ce dossier-là. Vous avez un guide utilisateur e-Synergie qui est d'ores et déjà sur le site Europe en Guadeloupe. Alors, le portail e-Synergie va être activé à partir du mois de février. Là, actuellement, il est en cours de paramétrage pour pouvoir vraiment identifier les objectifs spécifiques et les indicateurs qui vont en face ces objectifs spécifiques. Il n'y a pas de grand changement par rapport au formulaire que vous avez connu. Donc, du coup, on reste sur les mêmes items lors du dépôt des dossiers. Quelques conseils pratico-pratiques. Alors, sachant que ces points de vigilance, ça va faire l'objet d'un webinaire spécifique jeudi matin pour expliquer l'ensemble des règles avant de déposer, enfin, l'ensemble des règles qui sont liées à la vie d'un dossier européen. Donc là, c'est vraiment 5 grands principes. Il faut bien savoir que les fonds européens interviennent en remboursement. Donc, on s'assure que le porteur de projet a la capacité financière pour porter seul l'opération. Pour être éligible, une opération ne peut être physiquement achevée, des travaux réceptionnés et payés avant la date de dépôt de la demande de subvention. Donc, par rapport à ce point-là, depuis février 2021, nous avions activé un formulaire de pré-dépôt qui permet de respecter justement ce principe d'incitativité. Donc, toutes les dépenses sont couvertes à partir du pré-dépôt qui a été réceptionné par la région de Guadeloupe, autorité de gestion, et qui a fait l'objet d'un accusé de réception. Pour les dossiers qui relèvent du secteur concurrentiel, donc le dépôt de la demande de subvention doit intervenir avant tout engagement irrévocable, que ce soit juridique, financier ou physique.
principe d'incitativité, et les règles de la commande publique doivent être respectées, notamment pour les porteurs qui sont soumis à la commande publique. Et également, les autorisations administratives doivent être obtenues avant le dépôt du dossier. Vos contacts. Alors, vos contacts en région Guadeloupe, c'est la direction de l'énergie et de l'eau, notamment le service énergie, avec M. Osmar qui est connecté. Et au niveau de la direction déléguée Europe, c'est la direction de l'instruction. Ce sera moi-même dans un premier temps, sachant qu'un instructeur va nous rejoindre à partir de début février sur cette thématique. Alors, à présent, donc, je vais vous faire une petite présentation des grandes étapes d'un projet européen pour bien comprendre en fait, le processus de dépôt d'un dossier, le processus déjà de préparation d'un dossier, de dépôt d'un dossier, d'instruction, de programmation et de suivi. Donc, les étapes d'un projet européen, c'est d'ores et déjà de bien concevoir son projet, de monter sa demande d'aide, de la déposer, l'instruction, la programmation du dossier, la convention attributive de l'aide, un volet commande publique, les demandes de paiement et le contrôle de service fait, ce que doit contenir la demande de paiement, comment elle est traitée, une obligation de publicité du cofinancement européen et l'archivage. Donc, avant tout dépôt du dossier, renseignez-vous bien sur l'éligibilité de votre opération à une aide européenne. Donc là, actuellement, vous aurez à courant février ce qu'on appelle le document de mise en œuvre qui fixe le cadre réglementaire de la mesure concernée et qui va rentrer dans le détail du type d'action soutenue, de taux d'intervention, de dépenses éligibles et celles qui ne sont pas éligibles. Les indicateurs de réalisation. Donc, l'instructeur est vraiment à votre disposition pour vous accompagner en amont du dépôt du dossier et s'assurer de l'eurocompatibilité de votre opération avec les objectifs de la mesure concernée. Donc, toujours pour rappel, les financements européens n'ont pas vocation à subventionner du fonctionnement de structure, mais des projets qui sont clairement identifiés, estimés dans le temps, avec des objectifs qui sont bien précis et des moyens bien définis. Principe, les financements européens interviennent en remboursement. Donc, l'avance doit être faite par les différents porteurs de projets. Pour les activités qui rentrent dans le champ concurrentiel, aucune dépense ne peut être engagée avant le dépôt formalisé de la demande d'aide. C'est ce qu'on appelle le principe d'incitativité. Donc, avant d'attaquer sur le dépôt d'un dossier, posez-vous bien les bonnes questions. Voilà, quelle est l'étendue de mon projet? Quelles sont les limites? Quels sont les objectifs et les résultats que je souhaite atteindre avec la mise en œuvre de ce projet? Pourquoi ce projet est décisif pour la structure qui va prétendre un financement européen? Pourquoi donc un financement par l'Union européenne? Qu'est-ce que le projet apporte en plus? Quelle est sa plus-value par rapport à ce qui existe déjà? Quel type de management de projet? Ça, c'est bien souvent quelque chose qui est difficilement pris en compte, à savoir qu'une opération européenne, ça vit, ça se suit. Donc, effectivement, la capacité administrative du porteur de projet doit vraiment être appréhendée de manière à ce que l'opération n'ait aucune difficulté, tant dans la remontée de dépenses que dans sa vie générale. Quelle méthodologie? Quel coût total? Quel type de dépenses vous avez besoin pour mettre en œuvre le projet? Éventuellement, est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent compléter le plan de financement? Et du coup, quelle est la contribution communautaire attendue? Il peut y avoir des financements publics qui sont complémentaires au fonds européen, parce que l'Europe n'intervient en contrepartie d'autres financeurs publics nationaux, que ce soit l'État, la région, le département ou d'autres collectivités. Donc, prenez contact le plus en amont possible avec les cofinanceurs, de manière à arriver au guichet Europe avec un plan de financement qui soit le plus précis possible. Un conseil, les objectifs du projet doivent être smart, voilà, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et surtout situés dans le temps. Voilà. On a eu beaucoup de difficultés sur cette programmation 2014-2020. Bon, après, effectivement, avec le contexte Covid, contexte Ukraine et ainsi de suite, effectivement, on a des opérations qui s'éternisent un peu dans le temps et c'est extrêmement compliqué tant pour les porteurs de projets, pour les bénéficiaires que pour l'autorité de gestion.
Le budget doit être le plus réaliste possible, hein, avec une bonne connaissance des dépenses qui seront présentées, qui vont devoir être justifiées au moment de la demande de paiement. Les obligations contractuelles doivent être anticipées et si vous êtes soumis à la commande publique, hein, la commande publique devra être faite en amont du dépôt de manière à ce que le contrôle de régularité de la commande publique puisse intervenir au moment de l'instruction. Donc là, voilà, la demande doit être déposée de façon dématérialisée sur le portail, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Vérifiez bien la complétude du dossier, contactez votre instructeur pour toute question. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des dossiers complets le plus tôt possible, de manière à accélérer l'instruction de l'opération, sa programmation et donc sa mise en œuvre. L'examen, la suite après le dépôt, l'examen, c'est l'examen de la complétude. Donc effectivement, s'il manque des pièces, l'instructeur va revenir vers vous pour récupérer la pièce qui lui est nécessaire pour pouvoir poursuivre son analyse. Donc soit le dossier est complet, donc là dans ce cas-là vous recevez un accusé de dépôt complet, soit le dossier est incomplet et là on rentre dans une phase de demande de pièces complémentaires qui peut être assez compliqué. Le rôle du service instructeur, c'est s'assurer de l'éligibilité de votre demande. En quoi ça s'inscrit dans les grandes orientations du programme FEDER 2021-2027. Est-ce que les indicateurs que vous prévoyez de réaliser sont réalistes et sont conformes à ceux qui sont prévus dans le programme? Et surtout, l'opportunité de votre projet, quel est le plus de votre projet par rapport aux objectifs que l'autorité de gestion se fixe dans son programme. La programmation, ça fait l'objet de deux instances. On a une instance de pré-comité, qui est une instance réglementaire, en fait, qui va s'assurer que l'ensemble des dispositions de la piste d'audit ont bien été respectées par l'instructeur. Et après, on a une présentation des opérations dans le cadre du CRUP, le Comité régional unique de programmation, où là, chaque instructeur va présenter son opération et après un échange avec les élus sur l'opportunité de l'opération. Voilà. Une fois que l'opération a fait l'objet d'un agrément favorable, vous allez recevoir la convention d'attribution de l'aide, donc à lire attentivement, parce que c'est vraiment le cadre général qui fixe l'aide. Vous retrouvez vos engagements, vos droits avenants. La période de réalisation temporelle du projet, extrêmement importante, c'est à savoir que l'opération doit se réaliser dans un temps donné, et c'est les dépenses qui sont éligibles dans ce temps donné qui sont retenues. Et un focus sur les indicateurs en annexe de la convention. Sur la commande publique, toujours, l'une opération présente des dépenses qui correspondent à un marché public. La procédure de vérification interviendra en amont de la programmation du dossier et au plus tard à la première demande de paiement. Pour les porteurs qui ne sont pas soumis à la commande publique, tout bénéficiaire de fonds européens, quelle que soit sa nature juridique, son statut, doit se doter d'une politique interne d'achat qui garantisse la sélection des offres économiquement les plus avantageuses. Donc, on a fixé, et ça on rentrera dans le détail jeudi matin, on a fixé un certain nombre de règles justement par rapport à ces vérifications du coût raisonnable en fonction du montant des dépenses. Les demandes de paiement et le contrôle de service fait, extrêmement important. Dès lors que vous êtes bénéficiaire, vous pouvez déposer une demande de paiement, qu'elle soit intermédiaire ou solde. Alors, juste préciser par rapport, avant la demande de paiement, il y a une possibilité de pouvoir bénéficier d'une avance qui sera de maximum 20% sur la base d'un justificatif de démarrage effectif de l'opération, un marché ciblé, un bon de commande, ainsi de suite. Donc, pour rappel, la demande de paiement doit être cohérente. Elle doit présenter des dépenses qui sont acquittées pendant la période d'éligibilité des dépenses, présenter tous les justificatifs de dépenses et être transmise à l'autorité de gestion via le portail e-Synergie. Comment est traitée votre demande de paiement? Donc, elle est transmise via e-Synergie. Il y a un certificat de service fait qui permet de s'assurer que la dépense qui est présentée est justifiée par une caisse probante, qu'elle est rattachable à l'opération et qu'elle puisse être proposée en remboursement par le rempart.
et également une visite sur place qui est obligatoire au solde, mais qui pourra être en amont dès lors que voilà, il y a des difficultés particulières dans la mise en œuvre de l'opération. On pourra, autorité de gestion, pouvoir prévoir avec vous des visites sur place en cours de réalisation de l'opération. La publicité du cofinancement européen est extrêmement importante, c'est une obligation réglementaire. Tous les programmes européens, donc chaque bénéficiaire d'une subvention doit faire la publicité du cofinancement européen perçu. C'est un engagement contractuel qui est fixé dans la Convention. Et enfin, l'ensemble de votre dossier et de ses pièces doivent être conservés jusqu'en 2033. Et enfin, la dernière slide, c'est j'ai mis les différents contacts fédérés FSE sur les différentes thématiques. Donc voilà, pour l'efficacité énergétique et l'ENR et les ENR, le nom d'instructeur sera communiqué à partir de février. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc, si vous avez des questions, hop, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le chat pour pouvoir les poser. On a encore un petit peu de temps devant nous. Alors, les conditions. Donc, les conditions pour l'avance. Donc, l'avance, elle est fixée à 20% de la participation du FEDER et c'est sur la base d'une présentation d'un justificatif de démarrage. Donc, ce n'est pas uniquement voilà, un courrier du bénéficiaire qui dit que l'opération a bien démarré. On souhaite vraiment un acte juridique qui engage dans le bon déroulement de l'opération de manière à pouvoir libérer cette avance de 20%. Alors, le domo sera mis en ligne courant février, où vous retrouverez l'ensemble de ces informations de manière détaillée, comme vous l'avez connu sur le domo 2014-2021. 2014-2020, pardon. Alors, pour le webinaire sur le FSE+, il est organisé mercredi matin. Il y en a deux. Il y en a un sur l'économie sociale et solidaire et la création d'entreprises. Et le deuxième, c'est sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Alors, sur la défiscalisation, on va préciser les choses dans le manuel de procédure qui est obligatoire et qui est fixé par la piste d'audit. Donc, on va étoffer plus cette partie-là sur le volet de défiscalisation. Alors, les bénéficiaires sont précisés, donc c'est les collectivités territoriales classiques, les EPCI, les établissements publics, les entreprises au sens européen, donc que ce soit une association, que ce soit une entreprise classique, et voilà, les structures d'économie mixte, les SEM, groupements d'entreprises et les sociétés publiques locales. Dans tous les cas, le support sera mis à disposition sur le site Europe en Guadeloupe et nous allons construire également une foire en questions avec toutes les questions qui sont posées
de manière à pouvoir vous répondre de manière la plus précise possible. Alors, le pourcentage de financement, donc là, ça va vraiment être sur opération par opération et surtout en fonction de la spécificité de l'entreprise, la taille de l'entreprise, hein, de manière à ce qu'on puisse coupler avec le régime d'aide qui sera précis, qui sera fixé sur la thématique concernée. Voilà, sur le taux d'intervention minimum, ce sera précisé dans le document de mise en œuvre. Alors, de mémoire, il était à 50 000 hein, sur le 2014-2020. Alors, en termes de comitologie, donc le CRUP, le Comité régional unique de programmation, se déroule tous les mois, dernier vendredi de chaque mois. Donc, on reste sur des modalités décisionnelles qui restent similaires à ce qu'on a connu sur le 2014-2020. Alors, sur le montant minimum et maximum, également, ce sera fixé dans le document de mise en œuvre. Alors, je pense que nous avons fait le tour des différentes questions. Donc, voilà, comme je le précisais, surveillez bien le site Europe en Guadeloupe pour retrouver cette présentation et la foire en question qui est également posée. Donc, je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. N'oubliez pas le webinaire jeudi matin sur la constitution d'un dossier européen et les différentes règles à respecter pour mener à bien cette opération. Donc, je vous remercie tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt.